Page spéciale dans 64 minutes avec nos correspondants, Elisabeth Guedel à New York, Julien Colling à Moscou et nos invités, Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Correspondant à Paris du journal suisse Blick.fr, et nous sommes en direct avec Ulrich Bouna, chercheur associé chez Eurocreative, groupe de réflexion française sur l'Europe centrale et orientale. Mais tout de suite, on part donc à New York retrouver Elisabeth Guedel. Il y a eu le sommet, donc cette rencontre, et après tout s'est enchaîné. Et oui, sur le chemin du retour pour Washington, Donald Trump s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et les alliés de l'OTAN. Et sur son réseau social, eh bien, le président américain déclare que tous les dirigeants, lui compris, sont d'accord pour dire que la meilleure façon de mettre fin à la guerre en Ukraine, eh bien, c'est un accord de paix direct plutôt qu'un simple cessez-le-feu. C'est un revirement de la part de Donald Trump qui exigeait hier encore, juste avant la tenue du sommet, eh bien, d'obtenir un arrêt des combats, même temporaire. Je ne serai pas content si je n'obtiens pas de cessez-le-feu, c'est ce qu'il disait. Donc, changement de position, et la presse américaine commente abondamment cette nouvelle position de la Maison-Blanche qui semble plus alignée sur celle du Kremlin. Reste la question des garanties de sécurité. Là, plusieurs médias américains assurent que Donald Trump discuterait de garanties similaires à l'OTAN, c'est-à-dire une forme d'intervention de Washington, des États-Unis, en cas d'attaque à nouveau de l'Ukraine par la Russie après un accord de paix. Ce serait peut-être, par exemple, intervenir avec une aide sur les renseignements, par exemple. Mais donc, il ne serait pas question d'adhésion de Kiev à l'Alliance transatlantique. On sait que Moscou refuse catégoriquement cette idée d'adhésion. Donc, c'est dans cet état d'esprit que Donald Trump va accueillir lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans le bureau ovale, avec l'espoir que ça se passera mieux qu'en février dernier. Vous en souvenez, ce clash très violent qui a choqué le monde entier dans ce même bureau ovale. En tout cas, le président ukrainien a de grosses pressions sur les épaules parce que Donald Trump a été très clair. Maintenant, la paix dépend uniquement de lui et de ses alliés. Elisabeth Guedel en direct de New York. Et justement, Donald Trump s'est exprimé à bord de cet avion quand il est retourné vers la Maison-Blanche. Et lui, il le dit aussi, hein, il le dit, on l'a dit, tout est dans les mains de Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Maintenant, c'est vraiment au président Zelensky de conclure, et je dirais aussi que les nations européennes doivent un peu s'impliquer. Et si cela leur convient, je serai présent à cette prochaine réunion. Ils vont maintenant organiser une rencontre entre le président Zelensky et le président Poutine. Voilà pour cette interview donnée à Fox News. Alors, Zelensky lundi à Washington, une rencontre tripartite annoncée. Ulrich Bouna, alors finalement, c'est un sommet qui a quand même donné des résultats ou pas ? Ça a donné des résultats déjà pour Moscou, hein, qui est en tout cas un succès d'image relativement important. Vladimir Poutine a aussi gagné du temps, donc c'est quand même un très beau aussi succès, et c'est sans doute en partie pour ça qu'il était venu. Il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, Vladimir Poutine, notamment sur la partie économique. Mais en revanche, ce qui semble désormais un petit peu ressortir, maintenant que on va dire le brouillard redescend un petit peu sur ce qui a été décidé hier, c'est qu'effectivement Donald Trump semble s'être aligné sur l'idée de Vladimir Poutine, qui est de grosso modo traiter des causes profondes de la guerre pour arriver à la paix. Et c'est déjà un très beau cadeau fait à Vladimir Poutine. Effectivement, on sait que les Européens, les Ukrainiens, et même Donald Trump d'ailleurs, étaient plutôt sur la perspective de faire un cessez-le-feu d'abord et pour ensuite discuter du fond. Là, effectivement, on semble changer. Enfin, Donald Trump pivote véritablement sur les positions de Vladimir Poutine, ce qui permettrait à Vladimir Poutine de continuer sa guerre pour mettre la pression sur l'Ukraine, tout en essayant de négocier finalement sur ses positions maximalistes. Donc on verra ce qui se passera lundi avec la venue de Volodymyr Zelensky à Washington, mais effectivement, ça risque quand même d'être relativement compliqué pour Volodymyr Zelensky. Oui, compliqué pour Volodymyr Zelensky. Vous êtes d'accord, Richard Verly ? Oui, alors l'élément nouveau, parce que c'est quand même une chorégraphie tout à fait, je dirais, inhabituelle. La conférence de presse lors du sommet en Alaska aurait dû donner le bilan des discussions. On ne savait rien quand la conférence de presse s'est terminée, et c'est maintenant, au fur et à mesure d'un entretien de Donald Trump, de ses posts sur les réseaux sociaux, qu'on commence à savoir. Dernière nouvelle qui vient d'être donnée, dépêche de l'agence France Presse, les dirigeants européens seraient eux aussi
conviés lundi à Washington. Donc ça changerait la donne. Si effectivement Donald Trump réunit lundi un sommet de l'Ukraine et de ses alliés, ça veut dire qu'il veut les entendre. Alors il va les informer évidemment, mais ils seront, les Européens et l'Ukraine, à ce moment-là davantage en position de force que si Volodymyr Zelensky était seul. Donc en fait, revirement de position de Donald Trump avec cet accord de paix et non plus de cessez-le-feu, mais en revanche, il inclut Volodymyr Zelensky et donc les dirigeants européens à voir, à suivre. On va voir aussi la position russe, si vous le voulez bien, puisque nous sommes en direct avec Julian Colling. Vladimir Poutine s'est exprimé, lui aussi, il y a quelques minutes. Il a dit que c'était vraiment une rencontre opportune, très utile. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il a demandé, exigé à Donald Trump ? En tout cas, si on se fie à différentes sources de médias américains qui sont sorties aujourd'hui, eh bien, il semblerait que Vladimir Poutine ait fait des demandes effectivement assez maximalistes, notamment selon le site Axios, qui est très bien enseigné généralement à la Maison-Blanche. Poutine aurait carrément demandé en fait la reconnaissance par les États-Unis des 5 régions ukrainiennes totalement ou partiellement occupées, donc bien sûr la Crimée plus les 4 régions Donbass, Zaporizhia et Kherson. Ce qui est bien sûr une demande très très forte de la part du Kremlin si c'est avéré. Et aussi une demande un peu plus qui était prévue par beaucoup d'experts et beaucoup d'observateurs ici, c'est le retrait, je cite, que Poutine demande des forces ukrainiennes des régions de Donetsk, en fait, où les combats font encore rage actuellement, là où les combats sont sans doute les plus violents en ce moment. Et donc cette région de Donetsk qui est bien sûr stratégique, puisque c'est le cœur de la stratégie russe dans le Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine. Et donc Poutine demanderait effectivement, selon le New York Times et le Financial Times également, le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass complètement, pour ensuite pouvoir, je cite, geler le front sur la ligne actuelle de combat, donc à Zaporizhia et Kherson, et aussi, je cite, commencer une discussion plus profonde sur les fameuses causes profondes et sérieuses du conflit, comme les appelle Moscou, c'est-à-dire sans doute le statut de l'Ukraine, une sorte de perte de souveraineté également de l'Ukraine, et bien sûr le statut de l'OTAN, et qu'est-ce que va faire l'OTAN par la suite. Donc ça, c'est extrêmement important pour Poutine. Il l'a répété aujourd'hui lors de cette réunion au Kremlin devant ses proches classiques, que pour lui, tout accord à venir doit absolument commencer par ces causes profondes et sérieuses du conflit. Et donc, encore une fois, ça touche bien sûr à l'OTAN et à la stratégie on va dire, l'architecture de sécurité européenne concernant la Russie dans les années, les décennies à venir. Julian Colling en direct de Moscou, et les Ukrainiens, eux, ne sont pas vraiment convaincus par ce qui est en train de se passer en ce moment. Voyez ces réactions avec Antoine Joubot. Au lendemain du sommet Trump-Poutine dans les rues de Kiev, les habitants sont partagés entre ironie et scepticisme. Encore du blabla. Tout le monde savait comment ça allait finir. On attend maintenant des actions sérieuses, de Trump personnellement. Cela ne sert à rien. Il faudrait fabriquer des missiles et puis les lancer sur la Russie. D'autres dénoncent une mise en scène au bénéfice du président russe. La réunion d'hier n'était qu'un show. Ça n'a rien résolu. Poutine a juste montré qu'il n'était pas isolé. C'est une grande victoire diplomatique pour Poutine. Il s'est complètement légitimé. Et maintenant, je pense que cette rencontre ne nous apportera rien de bon. Pour les Ukrainiens, la rencontre en Alaska était vide et inutile pour leur pays. Toute trêve est impossible après plus de 3 ans de guerre. Même s'il y en avait une, ce serait une zone grise qui finirait par s'étendre à la moitié de l'Ukraine. Il n'y aura pas la paix. Les Ukrainiens attendent désormais la visite de Volodymyr Zelensky à Washington ce lundi. Ulrich Bouna, est-ce que vous comprenez ce scepticisme des Ukrainiens ? Volodymyr Zelensky lui dit aussi que finalement le Kremlin pourra en profiter pour frapper, intensifier ses frappes, pour peser encore plus dans les négociations. Effectivement, on peut comprendre tout à fait les Ukrainiens. Le problème, c'est qu'on a vraiment le sentiment pour l'instant d'avoir la liste de demandes de Vladimir Poutine qui n'a pas changé depuis 3 ans, qui est obtenir une victoire militaire complète et donc du coup une capitulation de l'Ukraine, parce que si l'Ukraine donne les territoires qu'elle contrôle encore au Donbass, c'est ça que ça signifie, c'est une capitulation concrètement, et sans potentiellement de garantie de sécurité derrière.
Alors, Vladimir Poutine hier a parlé de garantie de sécurité lors de son petit discours à la sortie de la réunion avec Donald Trump, mais dans sa tête, la garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est une démilitarisation et une neutralisation de l'Ukraine, en fait. Que l'Ukraine devienne un pays neutre et donc, du coup, ce serait plus une menace pour la Russie et donc, la Russie ne l'attaquerait plus. C'est ça qu'il entend par garantie de sécurité, ce qui n'est pas du tout la même façon de comprendre côté européen et ukrainien. Et donc, effectivement, on a pour l'instant l'impression, donc on verra ce que ça donnera lundi, mais qu'on a beaucoup de demandes côté russe et qu'il n'y a aucune concession, finalement, de la part de Vladimir Poutine. Donc, finalement, ça ressemble quand même plus ou moins à une capitulation et les Ukrainiens sont quand même bien placés pour savoir. Je rappellerai quand même qu'il y a eu des accords de paix, Minsk 1, Minsk 2, notamment en 2014-2015. Ces accords n'ont jamais été respectés par Moscou, qui a repris l'offensive en 2022. Donc, tant qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité, les Ukrainiens ont véritablement le sentiment qu'ils peuvent faire un maximum de concessions, mais que ça ne suffira pas à apaiser Moscou. Alors, les garanties de sécurité, le président Donald Trump en a parlé avec les alliés européens, on peut dire alliés quand même maintenant a priori, pour l'Ukraine dans le style de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, mais pas au sein de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, Richard Verly? C'est une bonne question. A priori, il s'agirait au fond d'un accord entre les pays membres de l'OTAN et l'Ukraine, selon lequel, si l'Ukraine est attaquée, eh bien, ils interviendraient. Si on traduit ce que Donald Trump aurait au conditionnel proposé lors de ces échanges téléphoniques, c'est ça, c'est-à-dire un accord bilatéral entre les pays membres de l'OTAN et l'Ukraine, mais pas une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors après, quelles sont les modalités? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que les États-Unis signeront cet accord? Parce que la seule signature qui compte pour dissuader Vladimir Poutine, c'est la signature des États-Unis. Il faut bien le dire. Tout ça est flou. Au fond, ce sommet, ça aura été deux brouillards. Le brouillard du sommet à l'issue de la conférence de presse où on voyait pas du tout clair, et maintenant le brouillard des déclarations successives qui parfois se contredisent jusqu'à ce qu'on apprenne que demain, ce ne serait plus, comme je le disais, seulement Zelensky, mais peut-être Zelensky et les leaders européens. Lundi, pardon, à Washington. Ulrich Bouna, vous aussi, vous avez compris, vous êtes d'accord avec ce flou, ou est-ce que les Américains, a priori, avancent quand même et donnent des gages sur ces garanties de sécurité? Alors effectivement, jusqu'à présent, les Américains avaient toujours refusé de donner des garanties de sécurité. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui coinçait pour la coalition des volontaires européens, puisque au-delà des Français et des Britanniques, il y avait aucun pays européen, pour faire simple, qui voulait s'engager à soutenir l'Ukraine éventuellement en déployant des troupes sur place ou en faisant de la protection aérienne, sans avoir, on va dire, un filet de sécurité américain derrière. Donc effectivement, ce serait un véritable revirement de la part des Américains et ça pourrait sans doute aider à convaincre certains pays européens d'apporter ces garanties de sécurité à l'Ukraine. Le problème, c'est que pour l'instant, on en est effectivement à des paroles et qu'on ne sait pas véritablement ce qu'entend Donald Trump par là. Donc il faudra creuser et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par Richard Verly, c'est-à-dire que il y a quelques déclarations de la part de Donald Trump qui d'ailleurs il faut prendre un petit peu dans ses tweets, dans ses messages sur son réseau social, dans cette interview à Sean Hannity, etc. Donc on essaie de grappiller les infos à droite à gauche, mais on n'a pas de vision globale des choses et ça c'est véritablement problématique parce qu'on ne sait pas véritablement ce sur quoi Donald Trump s'est vraiment engagé ou ce sur quoi il est resté extrêmement flou, ce qui l'arrange bien finalement pour essayer d'arriver à un deal entre Moscou et Kiev. Merci Ulrich Bouna. Juste très brièvement, oui, Richard. Justement, je voulais rebondir, pardon. N'oublions pas, soyons lucides, c'est une stratégie de Donald Trump, d'avoir des déclarations éparpillées, contradictoires. À la fois, il se présente comme le meilleur allié des Européens et de Zelensky, puisqu'il n'est pas sorti de cette conférence de presse en disant « topez là avec Vladimir Poutine », il va les recevoir, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser, et c'est une manière tout à fait, je dirais, habituelle dans les milieux d'affaires pour mettre en difficulté votre interlocuteur. De ce point de vue-là, Donald Trump demeure fidèle à son expérience de promoteur immobilier. Merci Richard et merci à vous Ulrich Bouna d'avoir participé à cette page spéciale Ukraine.